d'abord, avant de partir pour la Chine, et plus exactement pour Pékin, je vous invite déjà à faire un petit tour dans le Montmartre des années 50, des petites boutiques, du moulin de la galette. Et après coup, on n'a plus qu'à se coucher dans un lit et voyager jusqu'en Chine à la recherche de Tsing Xiaoqiong, un petit garçon qui a envoyé un message dans un cerf-volant. Alors là, vous avez tout compris, vous savez que je vais vous parler du cerf-volant du bout du monde. Et ce voyage, nous allons l'accomplir avec Zhu Wukong, excusez la prononciation, je suis pathétique, c'est-à-dire le roi des singes. À tout de suite. C'est comme un cerf-volant, il est bleu et jaune. T'es dingue, il est brun et vert. Tu sais qui peut bien venir comme ça? On se le demande. Le cerf-volant du bout du monde, dans ma tête, si vous voulez, c'est indissociable d'un livre d'apprentissage de la lecture pour les tout petits qui s'appelle Beauchère. Alors, les gens de ma génération, les gens plus âgés, et là encore, même les plus jeunes, parce qu'on a appris à lire à notre fils avec le Beauchère, hein. C'est-à-dire ce livre de lecture. Ce livre de lecture, c'est la méthode syllabique, bien sûr, B-A-B-A, B-E-B, etc., vous savez. Et moi, j'en garde un excellent souvenir avec ces illustrations, parce qu'il avait été réédité, hein, moi, quand j'étais gosse, des illustrations des années 50 qui correspondent tout à fait aux costumes, au paysage du cerf-volant du bout du monde. Alors, le cerf-volant du bout du monde, déjà, à la base, c'est l'accent parigot de ces gamins, de ces titis parisiens, débrouillards, malins. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont faire pour récupérer ce cerf-volant qui atterrit à Montmartre, donc dans un arbre. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se montrer particulièrement débrouillards, et c'est le chat Minou, le chat de la concierge, qui va les y aider. Bon, alors déjà, débrouillard. Alors c'est aussi l'histoire de deux bandes rivales, hein, la bande de Pierrot et sa petite sœur Nicole, et la bande de Bébert. Ça m'amuse. Moi, je trouve ça jubilatoire d'entendre ces enfants parler. Ils ont un accent parigot, mais alors, on croirait l'accent d'Arletty ou de Julien Carrette. Vous savez, il y a la gouaille parisienne, il y a cet accent, et en même temps, il y a des vues de Montmartre qui sont des témoignages historiques. Regardez ces vues de Montmartre quand vous allez voir le film Les Toits de Paris, déjà, bien sûr. Mais Montmartre, vous voyez le moulin de la galette, qui n'existe plus. Vous savez, ce Paris, ce Montmartre des années 50, c'est presque encore le Montmartre qu'a connu Jean Renoir quand il était enfant. Vous voyez, c'est presque encore un Montmartre du 19e siècle. Vous avez des terrains vagues, vous avez de l'herbe verte, on s'attend à voir les vaches. Non, mais c'est vraiment un témoignage. En ce qui concerne Pékin, vous voyez quand même la Chine des années 50. Même si je suis d'accord, elle était idéalisée, vous avez l'impression à Pékin qu'il y a encore des petits corps de métier, qu'il y a encore des marchands de fruits et légumes. Vous voyez les gens vivre quand même. Et puis vous voyez encore quelques temples également. Hein. Bon, là, on ne va pas parler de révolution culturelle, surtout qu'elle aura vraiment lieu. Là où ça va se durcir, ça sera 10 ans après la sortie du film qui sort, il me semble, en 56 ou 57. Ce film, moi, je l'ai découvert à la télévision. Il y a des années, j'étais petite, là encore. Et ce film, je l'ai découvert en noir et blanc. Alors, dans mon esprit, comme j'étais une toute petite fille, j'étais sensible au merveilleux. Alors déjà, ce qui m'avait frappé, c'était le roi des singes. Le roi des singes, dont je suis en train d'oublier le nom. C'est pas grave. Je vous le mettrai en sous-titre. Le roi des singes. Et avec ces costumes, ce maquillage. Alors vous verrez dans les acteurs, malheureusement, je ne connais pas le nom de l'acteur qui a interprété ce roi des singes. Je ne sais pas qui c'est. Bon, impossible de retrouver sa trace. Et au générique du film, c'est simplement le nom du personnage.
voilà, mais pas du tout le nom de l'acteur. Comme si, et je pense que c'est une volonté du réalisateur, il a dû se dire, Roger Pigault, que de toute façon, le nom de l'acteur chinois ne dirait rien aux spectateurs français. Par contre, on connaissait déjà ce roi des singes et les légendes qui s'y rapportent. Donc voilà déjà pour le roi des singes. Et dans mon esprit de petite fille, Pierrot et sa sœur Nicole ont vraiment été en Chine en voyageant dans leur lit. C'était totalement magique. Alors qu'en fait, on sait très bien quand on regarde le film et surtout la fin, que c'est le rêve de Pierrot. C'est simplement son rêve. Il rêve d'aller en Chine. Cela dit, le film, je précise que c'est la première coproduction franco-chinoise, la Chine pop, bien entendu, la Chine de Mao, et qu'ils ont vraiment été tournés en grande partie en Chine, à Pékin, et en particulier à la Cité Interdite, hein, avec les deux enfants. Voilà. Bien entendu, l'amitié est le premier thème de ce film. L'amitié entre les enfants, des enfants de différentes cultures, de différents pays. Mais avant ça, avant de parler de cette amitié, il faut parler de la rivalité entre les deux bandes de gamins, la bande de Pierrot et la bande de Bébert. Le rival de Pierrot, pourquoi il est intéressant? Parce que vous voyez, ces petits Montmartrois, ces petits Parisiens, ce ne sont pas des anges. Hein. Ce ne sont pas des anges, parce que déjà, la bande de Pierrot, ils sont menteurs et des brouillards, mais manipulateurs, puisqu'ils vont manipuler, les pompiers, en incitant le chat Minou à grimper au sommet de l'arbre. Du coup, la pauvre concierge, complètement affolée, parce que son chat pourra sûrement pas redescendre, vu que c'est trop haut, elle ou bien la voisine, qui aime beaucoup les chats, vont appeler les pompiers. Donc, manipulation de la part de Pierrot, de Nicole, la petite sœur, et de sa bande. Alors que Bébert, lui a une démarche beaucoup plus adulte et beaucoup plus honnête. Qu'est-ce que ferait un adulte s'il veut faire descendre un chat qui est coincé dans un arbre ou un cerf-volant? Il va chercher une échelle. Et c'est exactement ce que va faire Bébert. Alors, vous avez cette rivalité entre les deux chefs de bande, c'est-à-dire Pierrot et Bébert. Alors, on nous dit Pierrot, c'est le gentil. Oui, mais enfin, je vous l'ai dit, il n'a pas que des qualités, ce ne sont vraiment pas des anges. Alors, Bébert, il va menacer Pierrot et sa petite bande de brûler la queue du cerf-volant qu'il a arraché par mégarde et qui est précieuse parce qu'il y a la graisse du petit chinois. Alors, qui c'est qui est le plus fort? On est bien d'accord, mais il ne va pas le faire. À la fin, il va trouver une rédemption, Bébert, si on peut dire, justement, en allant trouver le vieil antiquaire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'il va écrire la lettre, enfin, il va dicter la lettre au vieil antiquaire, et du coup, il va y avoir réconciliation entre les deux rivaux, c'est-à-dire Pierrot et puis Bébert. Ok, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'ils ont reproduit un schéma adulte, c'est-à-dire deux bandes rivales qui se disputent un territoire, qui se disputent un objet, qui excite leur convoitise. À la fin, ils vont se réconcilier. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont un but commun qui les oblige à collaborer. Bébert, il est intelligent, il raisonne au départ comme un adulte, il trouve un moyen pragmatique et honnête pour obtenir ce qu'il veut. Après, il fait un chantage. Hein, soit vous me foutez la paix, vous me laissez la queue du cerf-volant, soit je le brûle carrément. Il est intelligent mais machiavélique, on peut le dire, c'est vrai pour un enfant de 10 ans. Alors, c'est bien d'opposer cette petite bande de Français, de Parisiens, aux Chinois, aux petits Chinois, qui, on le voit, eux, il n'y a aucune rivalité. C'est idyllique, idéalisé, je vous l'ai dit. Tous ces enfants s'entendent parfaitement bien, ils jouent ensemble, ils font une ronde, on a l'impression qu'ils jouent presque à la clé de Saint-Georges, vous savez, je cours, je cherche la clé de Saint-Georges, quand j'aurai la etc., etc. Ne regardez pas le renard qui passe, ou enfin tout le monde connaît la clé de Saint-Georges, on a l'impression qu'ils jouent à ça. Pourquoi une ronde, pourquoi un cercle? Pour montrer qu'ils sont tous très unis, ils font partie du même groupe. Vous voyez, il n'y a pas, on a l'impression, il n'y a
aucune rivalité, aucun méchant, entre guillemets. Vous voyez, c'est un monde parfait. Alors évidemment, ça n'est pas un monde parfait, on s'en doute. Les petits Chinois ne sont pas meilleurs que les petits Français, mais c'est quand même l'image qu'on veut nous donner. Une image communautaire, bien sûr. Il ne faut pas oublier que c'est la Chine pop, c'est la Chine de Mao. Hein. Donc voilà, il y a quand même malgré tout une petite opposition entre le français, le petit parisien bagarreur, parce qu'ils se bagarrent à un moment, ils ont coincé des nerfs, et Pierrot leur dit foutez-le à poil, quoi. Et oh, vous voyez, donc c'est pas des anges du tout. Donc opposition, les petits français, bagarreurs, manipulateurs, débrouillards, combinards, la combine, vous savez, le système D, exactement, c'est le système D. Vous voyez, hein? Bon. La petite Sylviane Rosenberg, qui était toute jeunette dans Le Cerf-Volant du bout du monde, puisqu'elle était née en 1952, à ma connaissance n'a joué que dans ce film et un second film, Le Chemin des écoliers, où elle incarne la petite Chou, fille d'Yvette. Patrick Debardine, qui incarne Pierrot dans Le Cerf-Volant du bout du monde, a joué dans un autre film, bien oublié malheureusement, Pantalascas de Paul Paviot en 1960. Et sinon, je n'ai pas pu retrouver sa trace. Gros mystère. Sun Wukong, c'est le nom du roi des singes et c'est aussi le nom des personnages aussi les plus célèbres de la littérature chinoise classique. Le personnage principal d'un roman très célèbre en Chine de Wu Cheng-en, La pérégrination vers l'ouest. C'est le premier disciple, ce roi des singes, du moine Tang, qui l'a chargé de partir en Inde pour ramener en Chine les écritures sacrées du Bouddha. Gabrielle Fontan, elle commence sa carrière au cinéma à 50 ans passés. Alors, c'est à 54 ans, pour être juste. Et sa carrière a été très très longue, pendant 30 ans. Elle a joué notamment aux côtés de Jean Gabin et Gérard Philippe. Alors c'est elle qui incarne la concierge dans Le Cerf-Volant du bout du monde en 1957. En 1943, elle incarne la chiromancienne dans La main du diable de Maurice Tourneur aux côtés de Pierre Freinet. Et en 1959, quand le film sort Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, où elle joue aux côtés de Jean Gabin, c'est elle qui incarne Marie Tatin, l'épicière. Et Gabrielle Fontan mourra la même année, en 1959 donc, à l'âge de 86 ans. Guy Delorme, c'est lui qui incarne le pompier dans Le Cerf-Volant du bout du monde. On le connaît très très bien, Guy Delorme, parce qu'il a souvent incarné les rôles de méchants dans des films d'action, des films de cap et d'épée, et il était très 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 souvent opposé à Jean Marais ou à Gérard Barret. Alors parmi les films notables qu'on connaît tous pour les avoir vus plusieurs fois à la télévision, Le Capitaine, Le Capitaine Fracasse, Le Miracle des loups, Les Mousquetaires ou Le Chevalier de Pardaillan. Vous savez, c'est très souvent lui qui a dit cette réplique, vous savez, tout le monde en haut, tout le monde en bas, pour poursuivre un des héros de ces films. Voilà. Roger Pigault, le réalisateur, il a été réalisateur, mais il a été surtout aussi acteur. On le découvre dans Antoine et Antoinette, et puis c'est lui aussi le marquis d'Écrainville dans Indomptable Angélique et le Sultan. Mais il y a quelqu'un dont je voulais parler aussi, qui a participé au scénario. L'ORTF présente les aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. C'est un film de Jean Tourane. Jean Tourane, certaines personnes de ma génération le situeront si je vous dis Saturnin, Belette, voilà, vous savez à peu près qui est Jean Tourane et sa façon de mettre en scène et de faire parler les animaux, je tenais à en parler. Avec Sun Wukong, on peut s'attendre absolument à tout. Et c'est son effigie, bien sûr, qui est sur ce magnifique cerf-volant. Alors, un mot sur les cerfs-volants. Là encore, la symbolique, elle est forte. Pourquoi? Parce que le cerf-volant, comme une lettre, il voyage. Vous voyez, il est porté par le vent. Bon, les lettres ne sont pas portées par le vent. Enfin, quand même,
Vous voyez, c'est la même chose. Mais au départ, le cerf-volant, c'était un instrument militaire. Il servait aux seigneurs de la guerre, aux empereurs, en tout cas aux armées, à communiquer. Ils communiquaient par le cerf-volant. Ils le faisaient voler, et selon le dessin, etc., ça indiquait déjà la position de l'armée aux armées voisines, aux armées amies, mais c'était un moyen donc de signaler leur position. Vous voyez, c'était un objet militaire. Et c'est fascinant de voir que cet objet qui à la base était militaire est devenu un jouet pour enfants, mais aussi le moyen non pas de combattre, mais de se faire des amis. Vous voyez, ça, la symbolique, elle est très forte. C'est la paix et c'est la fraternité entre les peuples. Plus de guerre. Un instrument de guerre sert à l'amitié, à la communication, mais pour l'amitié, pour se faire de nouveaux amis. Voilà, ce thème de l'amitié, avant tout, il est très très fort. C'est typique, je le redis, de ces années 50, parce que j'ai parlé du Boscher, ce livre de lecture, La journée des tout-petits. Hein, mais à la fin du Boscher, il y avait quand même ce poème de Paul Fort. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, et oui, il ferait une ronde, et ça serait formidable, cette amitié internationale. Et oui, et oui. Le poème de Paul Fort qui avait à la fin du Boscher, ce poème de Paul Fort que tout le monde connaissait, qui a même été mis en musique par les compagnons de la chanson. Vous voyez, et cette solidarité, voilà, c'est non seulement l'amitié, mais la solidarité. Tous les enfants vont se mobiliser pour retrouver, alors vous imaginez dans une ville comme Pékin, c'est pas évident quand même de retrouver un petit garçon, et ils vont y arriver. Et en même temps, donc, que cette solidarité, Pierrot et Nicole vont découvrir la vie de ces enfants. Et leurs coutumes, leur cuisine aussi, puisqu'ils vont manger avec eux. Ils partagent un repas, vous voyez, c'est très fort ça, le sens du partage, partager un repas, vous voyez. Et il va retrouver l'adresse de ce copain, voilà, dans son rêve, bien sûr. Donc vous avez aussi donc ce thème, amitié, solidarité, fraternité. C'est merveilleux, écoutez, c'est un film qui s'adresse quand même à la jeunesse, bien entendu, c'est un film jeune. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des films français qui parlent des enfants. Et il y a encore une chose que j'aimerais dire. Au lycée, on a tous eu des correspondants étrangers. Moi, j'avais une correspondante américaine et une correspondante allemande. Bon. C'était pas encore à la mode dans les années 50, hein. Ça va commencer au milieu des années 60, puis après dans les années 70, ça sera implanté. L'éducation nationale incitera les professeurs de langue à encourager les échanges et à encourager le fait d'avoir des pen friends, c'est-à-dire des correspondants. Vous voyez, c'était pas encore le cas dans les années 50, mais c'est quand même une ébauche, puisqu'à la fin, ils mettent une lettre également dans le cerf-volant. Donc ils ont répondu aux petits garçons chinois mais par la poste, mais ils mettent aussi une lettre dans le cerf-volant qui font voler, qui lâchent dans le ciel, ils ne l'ont pas gardé. C'est comme une chaîne, vous voyez, c'est comme une chaîne d'amitié, de solidarité. Et celui qui trouvera le cerf-volant, ça sera probablement un nouveau copain, et à lui d'envoyer le cerf-volant à d'autres copains dans d'autres pays pour que cette chaîne d'amitié, elle soit jamais rompue. Et peut-être qu'à la fin, le cerf-volant aura fait le tour du monde et il sera revenu aux petits Chinois ou alors à Pierrot et ses camarades. Ça, c'est un thème important, vous voyez. Un thème important. Je vous dis que le début des correspondants étrangers, vous voyez, voilà, qui sera mis en pratique dans les décennies suivantes à l'école, au collège ou au lycée surtout, dans un but scolaire, bien entendu, apprentissage de la langue, mais aussi apprentissage d'autres cultures. Bon, ils n'ont pas appris tellement de mots chinois hein, dans le rêve de Pierrot, ils ont appris merci, mais je ne sais plus comment ça se dit, chichin, je crois. Bon, mais bonjour, en tout cas, je sais que ça se dit ni hao. Voilà, donc tous ces thèmes, un film très intéressant. Ce film, vous pouvez le voir d'ailleurs en DVD, il a été réédité, donc ça c'est une très bonne chose. Il est en couleur, il a été restauré et c'est vraiment
un régal. Il y a quand même des effets spéciaux, je veux dire, donc c'est pas mal. Et puis tout au début du film, il y a des paysages de différents pays, notamment le Taj Mahal en Inde. Je me demande s'il n'y a pas le Colisée, enfin vous verrez ça, qui nous dit bien cette volonté de valoriser l'amitié internationale entre tous ces enfants, si tous les gars du monde, tous les petits garçons, toutes les petites filles voulaient se donner la main et se connaître. Voilà, c'est ça quand même l'âme du film. Si on fait un effort pour tous se connaître, il n'y aura plus de guerre. C'est ça, en fait, c'est ça. Hein. Alors vous me direz, malheureusement, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a cet espoir à donner en se disant que ce sont les futures générations, ces petits garçons, ces petites filles, qui en grandissant feront en sorte que la paix perdure. On peut toujours garder l'espoir. Bonne séance, on se retrouve très vite pour un autre film, un autre voyage. À bientôt.